Salut à tous et bienvenue pour ce 206e numéro d'Hors-jeu Capital, un numéro hors série, un numéro un peu spécial, parce qu'on va revenir sur l'article et l'enquête fracassante publiée hier par le site d'information indépendant Mediapart. Et on a le plaisir et l'honneur d'avoir l'un des auteurs de cet article. Il s'agit de Yann Philippin, qui travaille pour le site indépendant d'information Mediapart. Salut Yann, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et comme d'habitude, il y a mon camarade Yacine qui est avec moi, qui m'accompagnera tout au long de cet entretien. Donc pour te présenter, Yann, on va se tutoyer comme on s'était dit juste avant. Tu as longuement travaillé pour le journal Libération et ensuite tu as intégré le pôle enquête du site d'information indépendant Mediapart. C'est bien ça, Yann? Oui, c'est ça. Moi, en fait, je suis en charge des enquêtes financières à Mediapart et notamment, c'est moi qui ai coordonné les enquêtes qu'on a fait sur les Football Leagues, donc avec 2 saisons, une première en 2016 et une deuxième en 2018, et où il y avait eu déjà pas mal de révélations sur le PSG. Oui, c'est ça. J'allais dire que notamment sur le PSG, tu avais fait une enquête sur le fair play financier qui était lié au Football Leaks et tu avais aussi fait une enquête sur le fichage ethnique à l'époque. C'était sur Mark Westerlo. Tout à fait. D'ailleurs, exactement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais je pense que tu as vu que le PSG, l'affaire a été classée sans suite sur cette affaire de fichage ethnique pour être parfaitement complet sur tes enquêtes. Yann, on va commencer tout de suite. Donc, je le disais, hein, hier sur le site Mediapart est paru un article, une enquête que tu as faite, euh, où tu parles du service com du Paris Saint-Germain, qui aurait embauché une agence. Alors, je l'ai sous les yeux. Donc, ça s'appelle U-Réputation et c'est une filiale de l'agence DDB, Digital Big Brother, dirigée par Lotfi Belhadj. C'est bien ça, Yann? Oui, en fait, c'est pas, c'est plutôt une galaxie de sociétés, mais la relation, c'est directement avec DBB, avec Digital Big Brother. C'est pas une réputation. Bon, c'est des structures un peu parallèles, mais la structure qui a embauché le PSG, c'est DBB, donc Digital Big Brother. Ça ne s'invente pas. Non, ouais, c'est vrai. Et du coup, Yann, bon, l'article est assez complet et tu parles de l'ancien directeur de la communication qui s'appelle Jean-Marcel Ribes, qui a quitté ses fonctions en mars dernier, qui est aujourd'hui à la communication euh, chez LVMH pour les champagnes Mouette et Chandon. Je ne vais pas faire de pub, mais c'est juste pour être, juste pour être complet. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est des révélations assez fracassantes parce que tu écris dans cet article que le PSG a fait appel donc du coup à cette agence pour former une armée numérique. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer le terme armée numérique pour ceux qui n'auraient peut-être pas lu l'article et qui ne savent pas ce que c'est? Oui, alors juste pour préciser, en fait, nous, on a obtenu le rapport complet qui fait 50 pages du bilan annuel. En fait, c'est le bilan de la saison 2018-2019 que l'agence fait pour le PSG. Donc ça, c'est très important parce qu'ils font un bilan complet. Donc si vous voulez, au passage, quand le PSG dit on leur a jamais demandé de faire ça, déjà, ils écrivent dans le bilan que c'est le service communication dirigé par Jean-Marcel Ribes qui leur donnait les ordres, qui en fait coordonnait toute la stratégie. Et en plus, en 2018-2019, ils leur font un bilan de 50 pages dans lequel ils expliquent absolument tout ce qu'ils ont fait pour eux, dont les attaques contre Mbappé. C'est-à-dire qu'il y a quand même une page qui est titrée Attaque. Sur cette page, il y a marqué tout ceci est travaillé avec le service communication du PSG et le nom de Kylian Mbappé est mentionné sur cette même page. Et donc, juste au passage, si jamais aujourd'hui la communication du PSG, c'est de dire oui, alors ok, on a travaillé avec eux, mais pas pour ça. Mais sauf que quand vous êtes une entreprise, vous employez une agence de trolling, ils vous font un bilan où ils expliquent qu'ils ont fait du trolling, et bah, si vous ne les avez pas embauchés pour ça, vous les virez. Mais sauf qu'ils ne les ont pas virés, ils les ont gardés une saison de plus en 2019-2020. Et donc, ce qui explique en fait ce bilan, c'est que l'agence a mis en place donc une armée numérique. Ça, c'est leur terme à eux. Hein, c'est eux qui utilisent cette expression-là. Donc, qui est en fait une galaxie de comptes de trolls, hein, alors qui ne sont pas des robots, qui sont faits par des vrais humains, mais en fait qui se font passer pour des supporters.
C'est-à-dire que sur Internet, sur Twitter, ils disent on est des fans du PSG, on est des passionnés. Mais en fait, c'est pas du tout des fans du PSG, c'est des gens de l'agence qui pilotent les comptes en sous-main. Et alors, ça sert cette armée à faire plusieurs choses. D'une part, à influencer le traitement de l'actualité. Par exemple, le PSG leur a donné des scoops sur le mercato pour booster leur audience, pour qu'ils aient l'air crédibles, pour que les journalistes les suivent et essayent de reprendre leurs infos. En fait, ils ont essayé de leur donner une image de sérieux pour qu'au moment de taper, au moment de faire le trolling, ça ait l'air de venir d'un compte sérieux et pas d'un fou furieux qui passe comme ça. Et l'une des missions qui était la plus sensible, c'était de mener des véritables raids qui ont été parfois très violents, voire extrêmement grossiers. Hein. Il y a énormément de gros mots dans les raids pour viser des cibles. Et les cibles, c'est qui? C'était soit des médias hostiles au PSG, en tout cas considérés comme tels, en particulier Mediapart et l'équipe. Il y a eu aussi l'affaire assez folle de ce spectateur, de ce supporter du Stade Rennais qui s'était fait gifler par Neymar. Je ne sais pas si je pense que tout le monde se souvient de l'histoire. Voilà, on est au Stade de France, finale de la Coupe de France, le PSG perd au tir au but. Donc ce supporter, évidemment, il est très content. Il est un supporter du Stade Rennais. Il chambre Neymar. Il faut quand même noter qu'il ne l'insulte pas. Hein. Il lui dit bon, va apprendre à jouer au foot. Alors c'est vrai que c'est pas ultra sympa, mais c'est pas non plus extrêmement méchant. Neymar le frappe, le gifle immédiatement. Et en fait, alors même que c'est quand même lui la victime dans cette affaire, c'est lui qui se fait frapper. Le PSG va tout faire pour s'en prendre à lui, en fait, pour protéger la réputation de Neymar. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont quand même aller jusqu'à consulter son fichier de police, c'est-à-dire les informations sur ce supporter au fichier de police. Ils arrivent à l'identifier. Et ensuite, il y a l'un des faux comptes, justement, de cette armée numérique qui va, d'une part, diffuser son identité complète, son nom de famille, sa date de naissance, et qui va aussi tenter de le faire passer pour un délinquant, vu qu'il publie un tweet en disant « Ouais, selon les gars de sa ville, ce serait un petit escroc connu des services de police, alors que c'est absolument pas vrai. » Et excusez-moi, après, je vous laisse poser mes questions, mais je trouve que cette histoire, elle est vraiment très intéressante et très choquante. Parce que bon, là, depuis qu'on a publié, il y a beaucoup de buzz sur Mbappé, mais on en reparlera peut-être après. Mais pour nous, c'est pas ça l'important. L'important, c'est les dégâts qu'a pu faire cette armée numérique. Et je pense notamment à ce supporter, parce que lui, il a vraiment vécu des conséquences terribles. Il a été trollé sur Internet pendant des semaines, voire des mois. Vu que son identité était connue, on l'interpellait dans la rue. Il y a des gens qui sont passés devant chez lui. Enfin, il a vraiment vécu des choses très dures. En fait, parfois, le harcèlement numérique, ça peut avoir des vraies conséquences. Voilà. Et enfin, le dernier truc, c'est que, et c'est sans doute le plus surprenant, c'est que parmi ces raids, les victimes de ces raids, il y avait des gens du club, des gens de l'intérieur. Donc, c'était aussi utilisé quelque part pour régler des comptes, pour régler des conflits. Et donc, on a identifié 3 personnalités du club qui ont été visées, qui sont Adrien Rablot, l'ancien directeur sportif Antero Henrique et Kylian Mbappé, une seule fois en 2019. Alors, une question avant d'entrer dans le détail, Yann Philippin. Quand est-ce que tu as commencé cette enquête, sans évidemment te demander tes sources, etc. On en a déjà parlé. Mais quand est-ce que a débuté cette enquête? Parce que je rappelle qu'il y a quelques semaines, c'était assez récent d'ailleurs, hein, il y a eu une enquête aussi de Libération et du Parisien, qu'on parlait d'autres histoires, mais il y a un lien aussi avec ce que vous dites, c'est l'affaire du supporter rennais. Tu parlais des coordonnées, Yann, qui ont été divulguées. Alors, il y a quelqu'un au sein du PSG qui s'appelle Malik, il me semble, un ancien de la DGSI, qui avait fait le lien pour le retour du collectif Ultra Paris au Parc des Princes à l'époque. Ça avait été mal vu par sa direction. Du coup, je ne sais plus s'il a quitté ou il avait été limogé par la DGSI et qui finalement a été embauché par le Paris Saint-Germain. Et il a toujours des contacts, évidemment, dans les services de police. Et c'est lui qui aurait fourni donc à la direction de la communication du Paris Saint-Germain, dirigée par Jean-Marcel Ribes, tous les coordonnées de ce supporter rennais. C'est bien ça, hein. Alors, ce qu'il est soupçonné d'avoir fait, c'est d'avoir consulté, enfin, en tout cas, eu accès aux infos de ce supporter rennais qui sont dans les fichiers de police. Apparemment, alors, je ne sais pas si c'est lui ou non qui a eu son identité, ou si c'est la direction du club qui l'a identifié d'abord. En tout cas, lui, il est suspecté d'avoir, grâce à ses contacts, récupéré les infos sur ce monsieur dans les fichiers de la police. Et en effet, il est Ouais. impliqué dans une autre affaire assez tentaculaire. Mais là, c'est-à-dire que enfin, excusez-moi.
C'est vrai que parfois on s'y perd un peu. Vu le nombre d'affaires, de protagonistes, c'est parfois pas évident de s'y retrouver. Mais disons que c'est deux affaires différentes, mais qu'il y a quand même un lien via cette personne, donc l'ancien référent supporter du PSG, qui d'une part est impliqué dans la première affaire, qui est une affaire en fait de barbouzerie, hein, de tricoche, où justement il y a à la fois ce monsieur et l'un de ses amis qui est un lobbyiste, qui sont soupçonnés d'avoir obtenu illégalement des données, que ce soit des données de police, mais aussi des données personnelles sur des gens, dont des données sur le président Nasser Al-Khelaifi, et d'autre part, cette armée numérique qui faisait du trolling, mais qui est quelque chose de différent, voilà, même s'il y a un petit lien entre les deux affaires, qui est cet ancien policier dans l'affaire du supporter qui s'est fait gifler par Neymar. Alors, tu l'as rappelé en préambule tout à l'heure, mais je le redis. C'est vrai que, parce que j'ai oublié de le dire en introduction, le Paris Saint-Germain a dès hier nié toute implication dans ce que vous révélez dans votre article de Mediapart, tout comme les avocats de Nasser Al-Khelaifi, après la sortie de l'enquête sur Libération et Parisien, avaient démenti en effet tout lien avec le président Nasser Al-Khelaifi. Donc voilà, c'était juste pour le préciser. Selon toi, Yann, comment ont été recrutés ces... Juste là-dessus, Mousse, un truc très important, c'est que en réalité, le PSG ne dément rien. C'est-à-dire que les gens ont en fait mal compris leur communiqué. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment très intéressant. Que dit le Ouais. PSG? Textuellement, ils disent on n'a jamais signé de contrat pour salir des gens, pour demander à quelqu'un de salir des gens. On va prendre les deux bouts de la phrase. La première, En c'est gros, ils nient pas leur collaboration avec des bébés, mais ce qu'ils ouais. nient, c'est le fait d'avoir un contrat pour salir des gens en interne et des médias. Oui, mais ça, c'est absurde. Parce qu'en fait, ils reconnaissent qu'ils bossaient avec des bébés. D'ailleurs, des bébés l'a reconnu. Encore ce matin sur RTL, donc des bébés l'a reconnu officiellement, hein, qui bossaient avec le Alors, PSG et avec Yann, Jean-Marc. Oui, j'ai la déclaration, si tu me permets, et oui, je après t'en tu pourras prie. rebondir dessus. Il s'agit de l'ancien directeur des opérations de UI Réputation qui confirme vos infos, et il dit: notre rôle était de mettre en musique sur les réseaux sociaux et sur Internet la stratégie de la direction de la communication du Paris Saint-Germain. Et il Voilà. s'agit donc, je le dis, de Frédéric Geldof. Voilà. Et donc, si vous voulez, le PSG, ils ont payé cette agence, ça on le sait. C'est eux qui payaient, c'était eux les donneurs d'ordre. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y avait pas de contrat. Mais j'ai envie de dire, c'est encore pire s'il n'y a pas de contrat. Vous voyez, parce que pourquoi il n'y avait pas de contrat? C'est-à-dire que normalement, quand vous bossez avec une agence comme ça, il y a un contrat. Donc, à partir du moment où vous les payez, où ils bossent pour vous, où vous leur donnez des ordres, pourquoi il n'y avait pas de contrat? Est-ce que c'était justement pour essayer de dissimuler cette opération? Est-ce qu'ils en avaient honte? Donc, si vous voulez, le fait de dire qu'il n'y a pas de contrat, c'est pas un argument. Au contraire, ça ressemble un peu à une circonstance aggravante. Et quant au fait de dire, leur ligne de défense aujourd'hui, c'est de dire, OK, on les a payés, on a bossé avec eux, mais on leur a jamais demandé de troller des gens. Bah, alors, d'une part, l'agence dément, dit on a obéi aux ordres. D'ailleurs, c'est écrit sur le document qu'on révèle. On publie même la page, donc c'est accessible sur notre site. Ils disent les ordres étaient donnés par la direction de la communication du PSG. Mais il y a surtout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la collaboration elle a duré 2 saisons. Et à la fin de la première saison, ils envoient ce document qu'on révèle aujourd'hui, dans lequel ils expliquent tout ce qu'ils ont fait. Eux, ils sont très transparents, ils ne mentent pas. Ils disent on a attaqué le supporter qui s'est fait gifler par Neymar, on a attaqué l'ex de Neymar qui l'a accusé de viol, l'attaque sur Kylian Mbappé, c'est nous. Et ça, ils le mettent dans un document officiel qu'ils envoient au PSG. Donc, si jamais le PSG s'était trompé, vous voyez, avait fait ça à l'insu de son plein gré, ben, ils auraient coupé le contrat tout de suite. Ils auraient dit, mais attendez, on ne vous a pas mandaté pour ça, on arrête tout. Et non seulement ils n'arrêtent pas tout, mais ils continuent encore une saison. Donc, si vous voulez, j'allais dire de façon très factuelle, je trouve que l'argumentaire du PSG ne tient pas, en fait, face à la réalité des faits et par ailleurs des confirmations qu'a donné l'agence. Une autre question, Yann, est-ce que tout ça est légal? C'est-à-dire, est-ce que toutes ces campagnes de trolling, parce que je ne sais pas si je l'avais dit en préambule, je ne me souviens pas, c'est des méthodes qui existent aussi dans le monde des affaires, qui existent beaucoup dans le monde des affaires. On l'a aussi vu dans le monde du foot avec, c'est d'ailleurs ce qui a coûté la place à Bartomeu à Barcelone, qui avait eux investi plus d'1 million d'euros dans ces agences pour troller. Je crois que c'était son concurrent, Monsieur Laporta, qui est Et aujourd'hui même des joueurs, hein, même Ouais. Messi, justement, avait été trollé, justement, Piqué, parce que Piqué aussi. Bartomeu Ouais. trouvait qu'il ne le soutenait pas assez, donc il s'était vengé. et C'est vrai que c'est une est-ce que affaire tout qui ceci est légal, Yann? alors,
En fait, alors déjà, moi, je précise un truc, c'est que je suis pas juge, je suis pas flic, moi, je suis journaliste. Mon but, c'est de révéler des faits. Et donc, j'allais dire, après, c'est à la justice de trancher ça. Vous voyez, c'est pas à moi de juger les conséquences légales des infos que je sors. Mais peut-être tout ce qu'on peut dire de façon prudente, c'est que ça pourrait s'apparenter à du cyberharcèlement. Et ça, le cyberharcèlement, c'est pas autorisé. Mais j'allais dire, pour que ce soit puni, déjà, c'est à la justice de le dire. Et d'autre part, il faudrait qu'il y ait des plaintes. C'est-à-dire qu'il faudrait que certaines des victimes de ces raids portent plainte. Alors, le supporter qui a été giflé par Neymar nous a indiqué qu'il souhaitait porter plainte. Donc, on va voir ce que ça donnera. Mais après, en théorie, ce serait aux victimes, c'est-à-dire, par exemple, à Adrien Rabiot, à Antero Henrique ou à d'autres, de déposer plainte, pour un éventuel harcèlement. Mais après, il faudrait que ça tienne. Il faudrait que ça tienne. Vous voyez, par exemple, pour Kylian Mbappé, ça a fait beaucoup de bruit parce que, évidemment, c'est la superstar du PSG, mais les tweets ne sont pas très violents contre lui. Vous voyez, Oui, tout contre à fait. Adrien Rabiot, c'est extrêmement violent, c'est très vulgaire. Contre Mbappé, c'est 2 tweets, et j'allais dire, c'est plus méprisant, vous voyez, que violent. Donc, est-ce que ça suffirait à caractériser un harcèlement? Honnêtement, je suis pas sûr, vous voyez, je sais pas du tout. D'ailleurs, je te fais une petite parenthèse, Yann. En tout cas, concernant Adrien Rabiot, il y a eu beaucoup de trolls, justement. Je ne sais pas si tu as suivi un peu sur Twitter, parce qu'il y a beaucoup de supporters, effectivement, qui n'ont rien à voir avec ça, mais qui l'ont beaucoup insulté et qui ont dit, bah, si j'avais Oui, su, j'aurais pu prendre un petit billet. oui, j'ai vu ça. Pardon. Autre question, Yann. Donc, tu cites l'ex-directeur de la communication du Paris Saint-Germain, Jean-Martial Ribes. Est-ce que selon toi, je connais après ta réponse, mais est-ce que c'est plausible enfin, si vraiment les faits sont avérés et si la justice s'en saisit, est-ce que c'est possible qu'il ait pu faire cavalier seul dans cette histoire quand on sait que Nasser El Khelaifi a énormément de casquettes? Est-ce que selon toi, c'est possible qu'il ait fait ça sans prévenir sa hiérarchie? Alors ça, c'est la grande question. Je ne sais pas, parce que le PSG n'a pas souhaité répondre à cette question. C'est quand même intéressant, Jean-Martial Ribes se tait, hein. J'ai essayé à de nombreuses reprises, je l'ai beaucoup relancé, bon, il ne m'a pas répondu. D'ailleurs, je constate qu'il n'a pas répondu non plus aux confrères qui ont essayé de le joindre après l'apparition de notre papier. Donc ça, c'est la grande question. On ne sait pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Jean-Martial Ribes, c'était un très proche, hein, de Nasser El-Khelaifi, c'était vraiment un de ses plus proches collaborateurs. Ils avaient une relation professionnelle extrêmement intense. Mais en même temps, il y a cet élément troublant qui est qu'il n'y avait pas de contrat. Donc ça veut dire qu'a priori, personne n'a rien signé, donc ni Jean-Martial Ribes, ni a fortiori Nasser Al-Khelaifi, vu qu'il n'y avait pas, ni Jean-Claude Blanc d'ailleurs, le directeur général, vu qu'il n'y avait pas de contrat. Donc ça, c'est vraiment la grande question. Et c'est vrai que malheureusement, je n'ai pas de réponse, parce que eux seuls le savent, hein, mais c'est vrai que en tout cas, si c'est le cas, ce serait vraiment fou. Vous voyez qu'un que quelqu'un qui était aussi proche de Nasser Al-Khelaifi ait pu faire ça seul, sans en prévenir son boss sur des trucs aussi graves. Donc, est-ce qu'il l'a prévenu? Est-ce qu'on l'a prévenu? Est-ce qu'il l'a prévenu ou pas? Je veux dire, ça, on n'en sait rien. Et j'allais dire, seuls les intéressés le savent, et pour le moment, ils se taisent. Alors, je connais moi-même très bien Jean-Martial Ribes et en toute transparence, j'ai essayé de le joindre hier. Mm. S'il voulait lui aussi un droit de réponse suite à l'interview que tu allais nous donner, il m'a pas répondu. Peut-être qu'il me rappellera plus tard. Bon, j'imagine peut-être qu'il est peut-être en train de préparer aussi une contre-offensive ou une communication. Après, pour apporter un complément, c'est vrai que Nasser El Khelaifi est très très peu présent à la factory, mais il y met vraiment très rarement les pieds. À l'époque, c'était surtout Jean-Martial Ribes voilà, qui était beaucoup plus souvent avec lui, sachant que Nasser El Khelaifi était souvent entre Doha et Londres, un petit peu à Paris, et que ses rendez-vous, effectivement, il ne les faisait jamais à la factory, mais plutôt dans des palaces qui appartenaient à l'État du Qatar. Donc, c'est pour ça que moi, je te posais la question. Évidemment, il a Non, beaucoup de casquettes. Et tu sais, Bruce, c'est mieux que on moi. est très prudent dans l'article. Moi, jamais j'ai écrit que Nasser Al-Khelaifi avait Oui, c'est pour commandité. ça. Jamais j'ai écrit même qu'il savait. Je vous le Mm. dis très franchement, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a écrit dans le papier, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude, c'est que c'était Jean-Martial Ribes qui pilotait. Voilà. Ça, on le sait, c'est sûr, c'est confirmé. Le reste, que savait soit Nasser Al-Khelaifi, soit le reste de la direction du club, honnêtement, je n'en sais rien. Et donc, je n'accuse personne.
voilà, parce que tout simplement, on ne sait pas. Hein. Voilà. On ne sait pas du tout si c'est une initiative isolée ou pas. Sur les comptes que vous avez cités, dont Panam Squad et d'autres, dans votre enquête, ma question à moi, c'est qui a contacté ces comptes? Est-ce que c'est donc directement l'agence via la direction de la communication du PSG, ou est-ce que la direction de la com a demandé à cette agence de cibler quelques comptes et pour former cette fameuse armée numérique et cette campagne de trolling? Comment tout cela part? Est-ce que vous le savez ça ou pareil, vous n'avez pas d'infos là-dessus? Non, tout ce qu'on sait, c'est que les comptes, c'est l'agence qui les gérait, donc qui les a créés, qui les a fait vivre, qui les a fait grossir. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y avait deux types de comptes. Enfin, il y avait le compte amiral qui s'appelle Panam Squad, qui était censé être justement le compte de référence, le truc sérieux auquel les gens doivent avoir confiance. Et après, il y avait ce qu'ils appelaient les comptes partenaires. C'était une galaxie d'une dizaine de comptes qui, eux, ne prétendaient pas être bien informés, prétendaient pas faire le buzz, mais qui étaient là justement pour troller, pour amplifier les attaques, pour relayer les trucs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y en a une dizaine qui sont cités dans le rapport et la quasi-totalité ont été fermées par Twitter. Donc pas à l'initiative des comptes, à l'initiative de Twitter, ce qui montre bien que a priori, ils avaient une activité problématique vu qu'ils ont été, ils ont quasiment tous été fermés. Donc, pardon, pour répondre à ta question, on sait que c'est l'agence qui a créé ces comptes et qui les gérait, qui les opérait. Et en fait, toute la question, mais qui reste aujourd'hui en suspens, c'est est-ce qu'il y a vraiment eu des ordres pour chacune des campagnes? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a eu un ordre précis pour dire vous attaquez Rabiot, vous attaquez Mediapart, vous attaquez l'équipe, là on va mettre un petit tacle à Mbappé. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un ordre précis pour chacune de ces campagnes? Ça, je veux dire, on peut pas le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que il y a cette page du rapport où sont décrites les attaques faites dans l'année, donc il y en a 9, et qu'il précise bien que tout ça a été fait en collaboration avec les directions de la com du club. Mais après, nous, on ne peut pas savoir si, pour chaque attaque précise, il y a eu un ordre direct et quel ordre a été donné. Vous voyez. Par Ça contre, fait c'est vrai que partie des choses qui restent à éclaircir dans cette affaire. pour parler que du compte Panam Squad que vous citez comme compte amiral, lui a été créé en 2018. Donc, est-ce que selon vous, il a vraiment été créé spécialement pour ça ou c'est un compte qui avait été créé, qui a été approché? Moi, en fait, c'est ça, moi, la question que je Ah me non, pose. il a été créé spécialement pour ça. D'accord. C'est vraiment un compte qui a été créé spécialement pour ça, pour devenir le général en fait de cette armée numérique de trolls. Et d'ailleurs, c'est détaillé dans le rapport, hein, c'est très précis. Il y a toute une stratégie, c'est-à-dire qu'ils disent on va créer ce compte, le PSG va donner des infos exclues sur le mercato. Comme ça, on va booster les followers, on va gagner en crédibilité, on va discuter avec les autres journalistes, on va discuter avec la communauté, parce que c'est ça aussi, ils disent, ils parlent de mission d'infiltration pour justement voilà, échanger avec d'autres médias, avec d'autres comptes de supporters, peut-être avec vous aussi, je ne sais pas si vous... voilà. Donc, essayer en fait de s'infiltrer justement dans la communauté pour avoir l'air sérieux. Donc, non, c'est stratégie, enfin, c'est une stratégie, c'est pensé, c'est planifié. D'ailleurs, truc intéressant aussi, c'est qu'ils ont créé un site qui est toujours en ligne aussi, qui est panamsquad.fr, justement pour avoir l'air plus sérieux et avoir l'air d'être un média et pas seulement un compte de supporters. Non, 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 tout ça est extrêmement planifié et c'est pas du tout un collectif de supporters. C'est un truc qui a été créé par l'agence pour le PSG. Alors, pour te répondre, Yann, oui, à l'époque, quand Panam Squad est arrivé sur Twitter, nous, on sortait de la révélation du transfert de Neymar et d'Mbappé. Le compte Paris United, à l'époque, avait eu l'exclusivité avec d'autres journalistes, hein, que ce soit au Brésil, etc. Mais on était parmi, enfin, le compte Paris United était parmi les premiers à révéler le transfert de Neymar. Effectivement, le compte Paris United a pris beaucoup, beaucoup de followers suite à ces révélations. Et le fameux compte Panam Squad, effectivement, parce que quand j'ai lu l'article, en fait, il y a tellement de choses qui me sont revenues et c'est vrai que c'est tout à fait crédible parce que nous, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il nous a demandé de lui donner de la force, comme on dit sur les réseaux, c'est-à-dire à le retweeter, etc. Ce qu'on a fait parce qu'on ne se doutait pas du tout de qui c'était, même si moi, très vite, j'ai eu des doutes sur ce compte. Et puis, une fois qu'il avait grossi, ils se sont mis à dénigrer nos informations. Ils venaient en commentaire, mais c'était assez sournois. C'est-à-dire qu'ils venaient dire, ah, les gars, je pense que vous vous trompez là-dessus, et c'est ça. Et ils ont souvent attaqué un ami, un confrère qui est journaliste, qui s'appelle Abdel Aboulma, qui lui était un journaliste indépendant et qui sortait aussi pas mal d'informations sur le PSG, et notamment sur la galaxie autour de Nasser El Khelaifi et de ce qui se passe à Doha.
Et lui aussi a été beaucoup attaqué par ce compte Panam Squad. J'en parlais encore hier avec mon ami Abdallah. Et c'est vrai que tout ça semble crédible quand on se rappelle de ce qui s'est passé sur Twitter il y a 3-4 ans. Donc, je te réponds que oui, on a été approché par ce compte aussi, mais très vite, j'ai senti le mauvais coup et j'ai coupé court aux discussions. Yacine, tu avais une Ouais, mais question. justement, juste pour nos auditeurs, c'est quand je te parlais de ça, c'était pas du tout pour te mettre en cause, c'est que juste pour Ah non, bah, expliquer que justement, c'était leur mission, quoi, ouais. d'essayer d'infiltrer et de dialoguer avec les gens qui étaient un petit peu influents. Et donc, du coup, c'est vraiment pas étonnant qu'ils aient essayé de le faire avec vous, quoi. Parce que ça faisait partie de leur job. D'ailleurs, Yann, quand on a lu le tweet et qu'on parlait de compte influent sur le PSG, on a eu peur d'être cité, hein. On a dit ouf, ça ne nous concerne pas, mais bon, en même temps, on savait qu'on n'avait rien à voir là-dedans, on est archi clean là-dessus. Donc, je disais donc que Yacine avait peut-être une question pour toi justement concernant Mbappé. Ouais, alors j'en ai plusieurs. La première déjà, pas sur Mbappé, mais sur ce que tu as dit juste avant sur la justice. Est-ce que la justice peut se saisir du dossier elle-même sans qu'il y ait de plainte? C'est une question complexe. J'avoue, je sais pas vraiment. Je suis pas sûr. Alors franchement, moi, je suis pas juriste, je suis pas Non, non, mais avocat, parce que autant le harcèlement, ça peut éventuellement tenir si des victimes portent plainte, autant est-ce que le fait de ça, je suis vraiment désolé, mais je sais pas si la c'est un justice peut élément, c'est porter un plainte. élément C'est une hyper vraie important question. Je suis finalement. désolé, hein, mais Non, j'ai non, pas mais réponse. Quand je sais pas, je préfère dire en fait. il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est un élément qui est très important parce qu'en fait, sur les suites de cette affaire, si la justice peut s'en saisir elle-même, bah, ça va entraîner des choses. Si elle ne peut pas, tant qu'il n'y a pas de plainte, on sait comment ça se passe, ça peut entraîner d'autres conséquences et peut-être même juste l'extinction de cette histoire finalement, s'il y a des négociations entre les gens, et parce que ça existe. Et je trouve que c'est un élément hyper important parce que là, la justice peut se saisir elle-même de certains dossiers. Est-ce que dans ce cas-là, c'est le cas? Donc, on ne sait pas, mais voilà, ça, c'est un élément important. Le deuxième, sur Mbappé, euh, et, comme tu l'as dit, Mbappé, ça a fait du bruit parce que c'est Mbappé. Mais effectivement, quand on voit les tweets, on n'est pas scandalisé, on n'est pas choqué, on n'est pas dans le harcèlement d'ailleurs même. On a plus l'impression de petits messages passés. Oui, de petits coups de pression, quoi. Enfin, Voilà, comme l'histoire de OK, c'est bien, tu as passé ton message, maintenant joue au foot. Bon, voilà, on aurait pu lui dire ça dans le bureau, ça aurait été pareil. Mais oui, mais justement, on lui a pas dit dans le bureau, je pense. justement, et en fait, le truc, c'est que est-ce qu'il y a un élément qui prouve que ça a influencé dans le rapport quelque chose? Est-ce que ça a été réellement repris et que ça a eu un impact? Parce que c'est ça le truc. Je pense qu'Mbappé, il est un peu au-dessus de ça. C'est pas, encore une fois, c'est pas des attaques comme sur Adrien Rabiot où c'est très violent. Euh, Est-ce que finalement, il y a un impact de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup. Pourquoi le Mbappé, ça fait du bruit, je termine là-dessus pour expliquer. C'est qu'en fait, on explique que suivant la position du clan Mbappé par rapport à cette affaire, il peut y avoir une demande de rupture de contrat pour faute grave. Est-ce que réellement, tout ça, ça a eu un impact dans le rapport? Est-ce que c'est signifié que ça a été beaucoup repris et que ça a eu de l'impact sur tout ça, sur Mbappé? Non, c'est pas mentionné dans le rapport. Le rapport ne parle pas de l'impact de ça. Ok. Donc, après Mbappé, moi, moi, je trouve que c'est pas assez violent. Maintenant, je vais venir à deux autres choses. La première, c'est peut-être un avis ou peut-être des éléments. Est-ce que à qui profite tout ça finalement? Alors ça, je suis désolé, hein, c'est une question que j'aime pas parce que pour moi, c'est pas la question. C'est-à-dire que je suis désolé, hein, c'est Non, pas du non, tout contre mais toi, mais c'est une question qui se dit ah bah si ça profite à quelqu'un, c'est que c'est téléguidé. En fait, c'est pas téléguidé. On a bossé pour avoir ces infos, elles sont ultra importantes. Voilà, on les publie et ah, mais je parle après pas de l'enquête. elles ont les conséquences qu'elles ont, vous voyez. Mais moi, je sais pas à qui ça profite, vous voyez. Après, Yann, Ouais. je pense que c'était pas du tout en rapport avec Mediapart ce que disait Ouais. Yacine. C'était surtout pourquoi, par exemple, attaquer Mbappé à l'époque, hein, donc on ne parle pas du tout de votre enquête, hein, Ah c'est pardon, à pourquoi l'époque. Ouais. voilà, Mais Ouais. pourquoi le ça, c'est un vrai PSG mystère. attaque Mbappé qui est champion du monde à l'époque, qui lui a déjà des velléités de départ et ils veulent absolument le garder, comme ce Le qui s'est garder, passé ouais. cet été. Et en fait, la question que se pose Yacine et que tout le monde se pose, c'est-à-dire quel était l'intérêt pour la direction de la communication du PSG de salir, entre guillemets, l'image d'Mbappé. C'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, Yann.
C'est assez mystérieux. Alors là, malheureusement, je suis pas dans leur tête, hein, donc je sais pas trop. Ce serait à eux de répondre. Mais, mais c'est vrai que c'est quand même étonnant. Ah Alors, oui. une hypothèse qu'on peut faire, hein, mais encore une fois, c'est plus du jus de crâne que là, pour le coup, que de l'info. C'est qu'ils étaient, en fait, ils étaient très fâchés qu'il y ait ces rumeurs de son départ, dans un premier temps au début de l'année, et ensuite qu'il fasse cette sortie. En plus, c'était là pour le coup, Mbappé à l'époque leur avait fait un vrai coup de pression. C'est-à-dire, c'est quand même le trophée du meilleur joueur. Il est sur la scène, il remet son trophée, il reçoit son trophée. Il en profite pour dire que ce sera peut-être au PSG, mais que ce sera peut-être ailleurs. Bon, donc c'est quand même assez fort ce qu'il a fait à ce moment-là. Et l'une des hypothèses, c'est que ça a beaucoup énervé la direction et voilà, et que ils voulaient et que peut-être ils ont voulu répliquer en disant voilà, fais attention. Mais c'est très mystérieux. C'est En vraiment très gros, parce que c'est quand même aussi un très gros risque. C'est-à-dire, même si on l'a souligné, le tweet, il est plus méprisant que méchant. En tout cas, il n'est pas grossier, il n'est pas violent. Voilà, c'est un petit tacle, c'est un petit coup de pression. En fait, pourquoi prendre ce risque? C'est ça la question. C'est-à-dire que quand on voit la valeur de Mbappé, quand on voit que évidemment le PSG veut le garder à tout prix, et ça ne fait de doute pour personne, pourquoi prendre ce risque-là? C'est vraiment mystérieux. Mais malheureusement, il n'y a que les gens qui ont fait ça qui peuvent vraiment répondre à la question. tu avais une Euh, autre question, ouais, Valentine, ouais. ou... Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ce sont des méthodes, comme l'a dit Mousse, qui sont utilisées dans les affaires, qui sont aussi utilisées en politique au moment des campagnes électorales. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi le timing de la sortie de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, depuis une semaine, il y a un enchaînement d'histoires qui sortent. Encore une fois, c'est pas du tout pour dire euh, est-ce que est-ce que vous pouviez la sortir avant? Est-ce que en fait tout ça c'est lié à la Coupe du Monde au Qatar qui arrive? Est-ce que c'est parce que vous ne pouviez pas sortir avant, vous n'aviez pas assez d'infos? Parce que je trouve qu'il y a une, une, Un une multitude enchaînement. d'affaires qui sortent. Ouais, voilà, un enchaînement, Ouais. excuse-moi. Je te Alors, cherche. il y a un truc, parce que c'est vrai que c'est fou, qui est ça, je vous le jure, je vous le garantis, le fait que Mbappé pardon, annonce un peu plus ou moins officieusement son envie de partir, la veille de la publication, c'est un hasard, mais absolument total. On en avait mais aucune idée. Moi, au moment où l'info sort, je la vois à peine passer parce que justement, je suis en train de bosser comme un fou pour boucler le papier. Le papier, il est même pas fini au moment où l'info d'un possible départ de Mbappé sort. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, c'est que cette info, on l'a ni forcée ni retenue. C'est-à-dire qu'on l'a sortie juste au moment où elle était prête. Hein. Mm. Ni avant, ni après. On ne l'a pas anticipé, on ne l'a pas retenu pour la sortir à ce moment-là. Et il y a ce hasard, mais vraiment de dingue, qui fait que ça sort le lendemain de cette annonce de validité de départ de Mbappé. Mais c'est vraiment un hasard fou, mais c'est un hasard. Voilà, ça arrive parfois dans la vie. Et quant au fait qu'on sorte cette info, moi, ça fait quand même de nombreuses années que j'enquête sur le PSG, sur le Qatar, sur la Coupe du Monde. J'ai fait énormément d'articles sur justement les soupçons de corruption liés à l'attribution de la Coupe du Monde. J'enquête aussi sur l'autre affaire dont on a parlé en début d'émission. Et donc, c'est normal, si vous voulez, étant donné que voilà, ça fait des années que je fais ça hein, et que j'enquête sur le sujet. Et donc, quand on travaille, ça peut arriver que justement, au fil des enquêtes, ben, voilà, on tombe sur quelque chose d'autres, de nouveau, un peu de façon incidente. Et du coup, ben, quand on l'a, on le vérifie, on le bosse et on le sort. Parce que ça a été du boulot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le rapport. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a analysé l'intégralité des tweets du compte de Panam Squad. Vous voyez, on s'est pas contenté, vous voyez, de prendre le rapport, de le mettre vite fait sur Internet et de faire un papier. C'est-à-dire qu'on a vraiment bossé pour analyser exactement les tweets du compte, qu'est-ce qu'ils avaient fait, est-ce qu'ils avaient eu des exclus, qui ils ont visé, rassembler pour chaque victime l'intégralité des tweets, pour analyser un petit peu comment s'est passée l'attaque. Donc il y a eu beaucoup de travail d'analyse en fait de l'activité du compte avant qu'on puisse publier. Et voilà. Et dès qu'on s'est dit qu'on était prêt, on l'a fait. C'est vraiment aussi simple que ça. Yann, du coup, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, donc on va juste terminer sur un dernier volet, si tu veux bien. Tu parles aussi d'attaques ciblées contre Mediapart et le journal L'Équipe, en sachant que, je pense que tu dois le savoir, le journal L'Équipe a très mauvaise presse, en faire de jeux de mots, auprès des supporters parisiens, mais pas que.
supporters marseillais, lyonnais, etc. Dès qu'il y a un article qui est à charge contre le PSG ou contre n'importe quel club, il y a souvent beaucoup de supporters qui sont très virulents envers les journalistes qui suivent les clubs. Donc ça, en fait, c'est un peu comme Rabiot, si tu veux. Finalement, même sur cette armée numérique, je ne sais pas si tu l'as déjà constaté sur Twitter, et vous en avez fait les frais, parce que tu l'as rappelé après tes enquêtes. Ma question, c'est qu'est-ce que tu peux dire aux supporters du PSG qui te diront pourquoi toujours cibler le Paris Saint-Germain. Tu parlais par exemple sur les histoires de corruption pour la Coupe du Monde qui a été attribuée au Qatar 2022. Pourquoi pas, par exemple, pourquoi pas d'enquête sur 2006 en Allemagne où il y a eu des faits aussi de corruption? Pourquoi pas des enquêtes sur ce qui s'est passé en Russie en 2018, etc., etc. Mais on en a fait Voilà, des enquêtes, voilà, mais justement, c'est ça qui est fou, parce que l'affaire de 2006, ça a été traité. Les journaux en ont parlé, il y a eu plein d'articles. Il se trouve que ça a été classé sans suite, si ma mémoire est bonne, pour cause d'une erreur de prescription. En gros, la justice suisse n'a pas bossé assez vite. Voilà. Donc ça, j'allais dire, c'est pas de la faute des journalistes si la justice fait pas son boulot. Sur la Coupe du Monde 2018 en Russie, on a révélé des trucs dans les Football Leaks, notamment quand même un truc très grave qui est que la FIFA avait couvert les affaires de dopage russes justement pour ne pas fâcher Vladimir Poutine juste avant la Coupe du Monde, parce que si ça était sorti avant, peut-être que voilà, ça aurait embarrassé tout le monde, la Russie, la FIFA, etc. Donc on bosse aussi sur les autres sujets. Et si vous voulez, moi c'est un argument que je peux pas entendre pour deux raisons. Le premier, c'est que en fait, le PSG, c'est un très gros club, c'est un club influent, c'est un club qui, j'allais dire, enfin, on peut le regretter, mais qui de fait, où il se passe de facto des choses extrêmement problématiques, voilà. Et je veux dire, comme tout journaliste, quand on découvre des choses problématiques, ben on les publie. C'est comme ça, c'est notre job. Oui, un autre exemple que je donne aux supporters, pendant la deuxième saison des Football Leagues, le deuxième club sur lequel on a énormément eu d'informations, c'est l'AS Monaco. On a publié une énorme enquête en 6 volets sur l'AS Monaco, où on révélait des trucs complètement fous, où ils fraudaient sur énormément d'aspects. Et là, pour le coup, c'est pas le Qatar, c'est la Russie, c'est Riboloviev, un oligarque russe. On a fait vraiment une énorme série d'enquêtes sur l'AS Monaco, mais les gens en ont beaucoup moins parlé, mais c'est pas de notre faute. C'est-à-dire que ce que je veux dire aux supporters, c'est ça, c'est que nous, on fait le taf dès qu'on a de l'info. Et vous voyez, Football League 2, en 2018, on a énormément d'infos sur Monaco, ben on y va. Et on fait une série d'enquêtes en 6 volets. Alors, c'est vrai que cette enquête sur Monaco, elle a fait moins de buzz que les enquêtes sur le PSG, mais ça, c'est pas de notre faute. Vous voyez, c'est pas nous qui décidons ce qui buzz pas, ce qui est repris par les confrères, ce qui est pas repris par les confrères. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a mis les moyens sur Monaco. Vous voyez, on a mis beaucoup de moyens. On a mis autant de moyens sur Monaco que ce qu'on a mis sur le PSG. Donc, on fait pas de, vous voyez, on fait pas de discrimination. Voilà. Et si les gens nous amènent des bonnes infos sur d'autres clubs, eh ben, il n'y a aucun souci. On les traitera, on les publiera. Voilà, on n'est ni pour ni contre aucun club. Voilà, on traite les infos qu'on a. Et quant à l'argument, pardon, pourquoi toujours le PSG, la deuxième raison pour laquelle je peux pas l'entendre, c'est que c'est aussi un argument qu'utilisent beaucoup les politiques. C'est voilà, quand un politique se fait choper, il dit ah oui, mais en gros les autres le font aussi, pourquoi moi, etc. Ça, c'est pas un argument qui est entendable. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a plus rien, il y a plus de scandale. C'est-à-dire que si on, voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc à partir du moment où il y a des problèmes parfois au PSG, ça malheureusement c'est un fait. Et en plus, je pense que c'est pas en mettant les problèmes sous le tapis qu'on les résout. Vous voyez, par exemple, là, sur cette affaire, la réaction du club, c'est de démentir. Alors même que tout est avéré, tout est prouvé. On pourrait penser que une institution et quelque part aussi une entreprise, parce que le PSG est une entreprise aussi importante que le PSG, aurait pu avoir une réaction différente. Vous voyez, aurait pu dire déjà présenter des excuses. Tout simplement. Fermer le compte. Le compte est toujours en ligne, hein, je crois, à l'heure où on se parle. Alors, j'ai pas vérifié ce matin, mais en tout cas, hier soir, il était toujours là. Oui, les insultes, elles sont toujours en ligne, c'est quand même un problème. Vous voyez, fermer le compte, avoir une réaction forte. Euh, et, euh, et bref. Donc, si vous voulez, moi, je suis persuadé que c'est pas en mettant les problèmes sur le tapis qu'on les règle. Voilà. Et que ben, voilà, quand il y a des problèmes, on en parle. On essaye d'en parler de façon sérieuse, honnête.
en ne publiant que ce qu'on peut prouver. Hein. C'est d'où notre discussion tout à l'heure sur le rôle de Nasser. Je vous dis, moi, j'en sais rien. Voilà. Je ne sais pas. Donc, on essaye de bosser du mieux qu'on peut. Et peut-être juste, pardon, je suis un peu long là-dessus, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai vu à titre perso suite au Football X, où en effet, j'ai eu des réactions, on va dire, pas très gentilles des supporters du PSG sur les réseaux sociaux. J'allais dire, mais ça, c'est le jeu. C'est vraiment de leur dire que, voilà, on n'est pas contre eux, on n'est pas contre le club. On essaye juste de faire notre boulot d'information. Mais le problème du foot, c'est que c'est la passion. C'est ultra passionnel. Et donc, c'est vrai que quand on sort des trucs sur le PSG, pour un supporter du PSG, c'est difficile à accepter. Ça peut parfois faire naître des réactions, même parfois violentes contre nous. Voilà, on sait que c'est le jeu. Voilà. Tout ce qu'on veut leur dire, c'est qu'on est manipulé par personne et qu'on essaye de bosser honnêtement sur le PSG, mais aussi sur les autres quand on a des infos. Yann, j'étais obligé de te poser la question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le PSG est ciblé parce qu'il est détenu par un pays arabe, musulman, etc. Donc, Non, c'est pas vrai. ce que tu disais, non, c'est pour ça que je te posais la question parce que je pense que tu l'as lu aussi à l'époque des Football Leagues. Et ce que tu dis sur Monaco, c'est très intéressant. Et c'est aussi un peu le système des médias qui prennent uniquement ce qui va buzzer, comme tu l'as dit, et ce qui va intéresser. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui intéresse un peu plus en France, en tout cas dans le championnat de France, passe par l'effectif qu'a le PSG, le nombre de stars qui composent cette équipe, c'est effectivement le Paris Saint-Germain. Voilà. Une dernière question, Ouais. Yacine, comme ça on va pouvoir libérer Yann. Ok. Même si, bon, je prends le risque, je la tente, mais est-ce que vous avez eu accès au bilan de la saison 2? Non, sinon on en aurait parlé. Ok. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je voulais vraiment te remercier, Yann, d'avoir accepté. Je crois que c'est la Merci à première vous deux. interview que tu donnes. Tout à fait. Donc, voilà, oui, je crois que non, j'en ai donné une hier soir, c'est la deuxième. Alors, c'est la deuxième. Bon, je ne mettrai pas exclu alors. C'est la deuxième. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir Merci à vous accepté pour notre cette invitation, invitation. Yann. Et puis, je te dis à bientôt peut-être pour la suite de toutes ces enquêtes. Et puis, on verra justement si la justice va se saisir de tout ça ou pas. Et on suivra l'affaire évidemment avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Yann, et à bientôt. Merci à vous deux. Merci. Merci Mousse, merci Yacine. Au revoir. Salut. Au revoir. Ciao. Bon, Yacine, c'est assez édifiant tout ce qu'on vient d'entendre. Je sais même pas quoi dire. Alors, effectivement, avant de débriefer un peu toute cette interview, Yass, comme on l'a répété pendant l'interview, pour l'instant, il n'y a pas d'information judiciaire, en tout cas sur ce volet-là. Il y a une information judiciaire sur ce qu'avait sorti Libération et Le Parisien, sur les histoires de barbouzerie. On va pas revenir dessus. Je pense que tout le monde est au courant. Mais Yacine, si tout ça est avéré, je veux dire, comment le club pourra se relever de ça? Quelles seront les conséquences de tout ça? Alors, Yann Philippin a été très honnête. Hein. Il a bien précisé qu'il ne savait pas si le président Nasser El Khalifi était au courant. Je trouve que c'est très honnête de sa part. Celui qui est mis en cause, c'est Jean-Martial Rive, le directeur de la communication, l'ex-directeur de la communication du Paris Saint-Germain. Toi, Yacine, vraiment, que ce soit en tant qu'observateur du Paris Saint-Germain et amoureux fou du Paris Saint-Germain que tu suis depuis tout petit, tu vas dans les travées du parc depuis le début des années 80, et là, ça dépasse tout ce qu'on a pu voir, lire ou entendre sur ce club depuis 50 ans. C'est quoi ta réaction quand tu as vu tout ça? Mais en fait, il y a beaucoup de choses. La première, c'est de se dire que ce football, il devient complètement fou. On est prêt à tout et à n'importe quoi, à attaquer des gens, voilà. Je veux dire, même si évidemment que c'est un autre monde, la médiatisation, les réseaux sociaux, etc. Bien sûr. Mais dans les années où j'ai connu le foot, oui, on pouvait détester un joueur. Oui, on pouvait avoir la rage après un joueur parce qu'il n'était pas bon, parce qu'il voulait quitter le club, etc. Et on peut rappeler par exemple l'épisode Luis Fernandez au Matra Racing. Voilà. Mais ça restait, voilà, entre guillemets, des insultes. Mais tu peux la rappeler l'histoire, hein, Luis Fernandez. Hein. C'est qu'il demande une augmentation à feu le président Borrelli. Après l'équipe des champions de France. Voilà, il veut que son salaire soit aligné sur certaines stars de l'époque.
À ce moment-là, je crois que c'est le groupe Lagardère qui monte c'est ça, si je Le me trompe club est pas. monté. Ouais, Le club est monté, Le Racing est acheté par le Matra, la c'est ça. société Matra. Voilà. Et en fait, Matra, et donc Lagardère, est en train de monter une grosse équipe avec notamment des Francescoli. Il y a eu juste avant Madjer qui était venu. Enfin, il y a des Libarski, voilà, des gros joueurs des années 80. Et il Et donc, propose à Luis Fernandez de venir, il lui propose un gros salaire. Et à l'époque, Fernandez, qui est à l'époque déjà un très grand amoureux du PSG, claque la porte du club, rejoint le Matra pour une seule saison, d'ailleurs, Yas. ouais, C'est mais en ça. plus, il est blessé. Enfin, voilà. Donc, Et vas-y, tu donc, peux poursuivre pour remettre dans le contexte. voilà. Et donc, à l'époque, évidemment que c'est différent parce que quand tu avais la rage après Fernandez, et ben, tu l'insultais au bar du coin ou dans la rue. Aux Et trois puis obus. voilà, 3 buts, et puis c'était fini. Aujourd'hui, évidemment que tout prend des proportions énormes. La deuxième chose, c'est il y a des, je ne vais pas dire des zones d'ombre, parce que ça n'a pas l'air d'être très ombrageux, je pense que tout est clair. Mais il y a des zones intrigantes. Pourquoi s'attaquer à un joueur? Tu vois, pourquoi s'attaquer à Antero Henrique quand on connaît la relation Antero-Nasser? Très étrange. Parce que même si Nasser a fini par se séparer d'Antero Henrique, pourquoi s'attaquer à Antero Henrique? Et en fait, Alors je moi, me dis, sur ça, j'ai ma petite idée, Yacine. C'est qu'à l'époque, il y a toujours eu des petites guerres intestines au sein du Paris Saint-Germain. Tout le monde voulait être un peu le préféré de Nasser El Khelaifi. Et c'est vrai que on le savait. Je crois que dans le premier livre de Paris United, c'était écrit que voilà que quand Antero arrive, il prend beaucoup de place, évidemment, parce qu'il fait venir Neymar et parce qu'il fait venir Mbappé et qu'il a un rôle très important. Donc du coup, il est tenu en haute estime par non seulement Nasser Al-Khelaifi, mais aussi à Doha. Et ce qui se disait à l'époque, c'est qu'effectivement, Jean-Martial Ribes, le directeur de la communication, mais qui a un rôle un peu plus large que ça, qui était vraiment le bras droit de Nasser, et qui ils se connaissent depuis très longtemps. Il a toujours été à ses côtés depuis que QSI a racheté le Paris Saint-Germain. Ce qui se disait à l'époque, c'est qu'effectivement, il y avait une vraie fracture entre, d'un côté, Antero Henrique, qui avait fait venir énormément de Portugais, et on parlait du troisième étage de la factory qui était occupé que par des Portugais, et de l'autre côté, Jean-Martial Ribes et tous les autres collaborateurs de Nasser Al-Khelaifi. voilà. Et puis la dernière chose, c'est évidemment que, et c'est encore pas une défense du PSG. Voilà, là, on n'est pas dans le clubisme bête et méchant, on va dire. Ouais, bien sûr. C'est qu'évidemment, ça se fait dans plein de clubs. Pour plein de raisons. L'OM l'a vécu à l'époque de la Brune. Le Real l'a vécu. Le Barça l'a vécu, tu l'as dit, on l'a dit là pendant l'interview. On a parlé de Messi, mais on pouvait parler aussi de Piqué, où son salaire était révélé, etc. Pour les mettre dans des postures euh, compliquées, pour qu'ils soient obligés de baisser leur salaire parce que tout était révélé. Tout le monde, tous les clubs le font. Voilà. Ce n'est pas une excuse. C'est qu'en fait, on se rend compte que c'est un fonctionnement qui a démarré quelque part et qui est aujourd'hui utilisé par plein de clubs parce que l'impact des réseaux sociaux, il est monstrueux en termes d'image, en termes de retombées, etc. Et on n'a pas parlé du volet parce qu'évidemment qu'il y avait des choses plus intéressantes, mais les contre-feux, voilà. Oui. Quand il y a une info qui sort qui est compliquée à gérer, hop, on envoie un contre-feu. Et puis, parce que comme une info chasse l'autre aujourd'hui, et on le voit bien même avec les journalistes, c'est-à-dire que les journalistes aujourd'hui aussi, ils sont aussi pris dans cet engrenage, c'est-à-dire qu'ils publient une info, elle a l'air d'avoir de l'impact, mais derrière, il y a une deuxième info qui sort, et en fait, la première info, elle a déjà disparu dans l'heure qui suit. Donc, tu allumes des contre-feux, hop, on oublie, les réseaux, tu n'es pas dans le fameux top tweet, et du coup, on passe à autre chose. Donc, en fait, ce sont des méthodes qu'utilisent les politiques, qu'utilise tout le monde. Et à un moment donné, bah ouais, tu te fais prendre au piège parce qu'il y a des choses qui deviennent trop graves, en fait. Yacine, est-ce que tu penses que ça peut avoir des conséquences, alors peut-être pas à court terme, parce que là, il y a la Coupe du Monde qui va arriver, il va y avoir une trêve d'à peu près un mois, mais qu'est-ce que tu penses qui va se passer, toi, à partir de janvier? Il y a beaucoup de doutes aussi sur la continuité du Qatar. Est-ce que le Qatar va poursuivre via QSI avec le Paris Saint-Germain, parce que là, on parle de l'article de Mediapart, mais en 10 ans, il y a eu quand même beaucoup d'histoires autour du Paris Saint-Germain, beaucoup d'histoires autour du président Nasser Al-Khelaifi. Est-ce que, selon toi, après toutes ces révélations, est-ce que c'est possible pour le
QSI et le Qatar, est-ce que c'est possible finalement qu'ils se lassent de tout ça et qu'ils se désengagent du club? Et Alors, est-ce que toi, avec tout ce que tu apprends là, parce qu'il faut le dire aussi, Yacine, il y a beaucoup de supporters qui commencent à se poser des questions, qui sont contents d'un côté d'avoir effectivement un financement illimité et de pouvoir attirer des joueurs, de pouvoir briller en Europe, parce que quoi qu'on en dise, oui, il y a eu des échecs du PSG les 12 dernières années en Ligue des Champions, mais c'est quand même un club qui est tous les ans en Ligue des Champions, qui dans ses premières années a fait pas mal de fois quart de finaliste, qui était déjà pas mal parce que vu d'où on venait, c'était pas mal. Et on perdait sportivement sur le terrain, il y avait pas de problème, on tombait sur plus fort que nous. Après, ça s'est compliqué avec le 6-1 à Barcelone, la défaite contre Manchester United, on en connaît. Mais toi, moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu en as un peu, t'en as pas marre de toutes ces histoires? On parle plus de foot quasiment. Encore lundi, avant Benfica, le PSG Benfica, on a parlé que d'Mbappé, etc. C'est toujours de l'extra sportif. Toi, qui est vraiment, je le répète, un vrai passionné, un vrai amoureux de ce club, est-ce que tu te dis parfois, mais rendez-nous mon ancien PSG où on se marie mieux quand même? On avait discuté avec la crise de novembre, avec les embrouilles, Lou non, Boya, mais, Ronaldo pour un penalty claqué, les non, mais sorties de Ronaldinho, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu n'as pas envie de revivre ça? Est-ce que tu n'en as pas marre de toutes ces histoires? si, mais bien sûr que oui. Bien sûr que j'en ai marre. Parce que pour moi, en fait, ça ne concerne plus le football. C'est tout ce qui concerne déjà ce que je déteste. Mais ça ne concerne plus le football. Et comme tu le dis, avant Benfica, et j'avais mis un tweet en rigolant là-dessus, tiens, on va parler un peu de football. Benfica a renforcé son milieu de terrain. On avait l'impression qu'en fait, il n'y avait pas de match. Il n'y avait pas un match de Ligue des Champions important pour la suite de la compétition. Et c'est terrible. Bien sûr que en exagérant, on se dit, mais rendez-nous le PSG d'avant. Mais en fait, au fur et à mesure, je me dis que c'est même plus en exagérant. Parce que, parce qu'en fait, quand tu viens au foot, tu viens aussi pour partager un moment, pour la passion, pour le truc. Là, en fait, il n'y a plus de plaisir. Voilà. Nous, on attend quoi aujourd'hui? Et la plupart des supporters, en fait, ils attendent quoi? Ils attendent une victoire parce que c'est leur club, mais il n'y a pas de partage. Il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien. Quand on voit à la fin des matchs 4 joueurs et demi venir saluer les supporters, on a compris. Donc, mais tout ça mis bout à bout, mais évidemment que ça devient écœurant. Pour revenir sur le Qatar, je pense que oui, à un moment donné, le nombre d'affaires va lasser. Alors, les affaires, elles ne tombent pas du ciel, hein. C'est peut-être eux qui se sont mal entourés. C'est eux qui ont fait les mauvais choix dans l'organigramme et qui, à un moment donné, se sont trompés. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont beaucoup investi. Et ils ont beaucoup investi. Ça a donné quand même de la visibilité à Paris, ça a donné de la visibilité au championnat de France, parce que, ne faut pas se mentir, même s'il y a les histoires et tout, sans le Qatar aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la France, c'est le championnat de Bulgarie. Là, les droits télé, on est à 600, on n'est pas à 600, on est à 145. Donc évidemment que ça lasse, parce que tu te dis, bon, nous on investit, alors ça ne te donne pas tous les droits, hein, mais on investit et tu as l'impression, parce que c'est aussi ce qu'on a répété pendant l'interview, et l'impression que nous, les supporters, ou les gens qui suivent le PSG, on a, ah c'est toujours nous, c'est toujours nous, c'est toujours nous, lâchez-nous un peu, quoi. Je pense qu'à court terme, il y a un élément essentiel pour dire que le Qatar ne va pas lâcher, même après la Coupe du Monde, c'est le centre de formation, enfin c'est le centre d'entraînement, Oui. qui est un centre de très haut niveau, que le PSG s'est battu pour l'avoir, pour avoir son propre terrain, parce qu'on rappelle quand même que le camp des loges, ça ne lui appartient pas, etc. Même s'il a fait tous les aménagements du monde, ça ne lui appartient pas. Là, il a acheté le D'ailleurs, terrain. ça appartient, il me semble, Yacine, tu me te trompes, ça appartient au ministère de la Défense, c'est un Ouais, terrain ouais, militaire, hein, c'est pas- ouais, exactement. Ouais. Donc, là, ils ont acheté le terrain, ils construisent, il y a toutes les entités du club, judo, hand, foot, judo, hand et foot. Il y Il y, a- il y, aura. a- il y aura même une clinique dernier cri, high-tech, avec enfin, En fait, il y vraiment, aura il y a tout des ça. moyens extraordinaires, c'est-à-dire que les joueurs, quelle que soit la section, judo, handball, n'auront plus besoin d'aller au Qatar à Spétard, ils auront tout sur place à Poissy, hein, c'est ça, Yacine. Exactement. Le centre de formation, les petits. Il y aura un petit stade qui va être construit, je crois, de 5000 places. Aussi pour, par exemple, des matchs de préparation, tu sais, un peu, voilà, par huis clos, mais voilà. Enfin bref, ça va être un outil extraordinaire. Et donc, je pense que là, le Qatar se dit de toute façon, ça doit être livré en septembre 2023. Nous, on sera là pour y rentrer parce que c'est nous qui l'avons construit, on s'est battu pour ça.
avec la mairie de Poissy, parce qu'il y avait plusieurs terrains qui étaient un peu en concurrence. Donc, je pense que là, sur la saison qui arrive, peut-être les 2 saisons même, puisque septembre 2023, la saison aura démarré, ils seront là, voilà, pour rentrer dans ce fameux centre et dire, voilà, ce qu'on vous a encore donné en plus de l'équipe, des titres, on laisse des bâtiments, un centre d'entraînement qui appartiennent au PSG. C'est du foncier, c'est du solide. Tu loues pas, voilà. Maintenant, Il y a aussi, Yacine, comme argument, il y a aussi la prolongation de certains joueurs, comme par exemple bien Neymar sûr, jusqu'en 2025 ou 26, je ne sais plus. 27, La ouais. proposition qui va sans doute être faite à Messi de prolonger, il y a aussi cet élément-là qui peut faire espérer qu'il n'y aura pas un désengagement tout de suite. Mais la question, Voilà. Yacine, c'est même s'il n'y a pas de désengagement, est-ce qu'il ne faudrait pas changer les hommes? On a beaucoup Oui. parlé de Nasser Al-Khelaifi, et encore une fois, Mediapart a eu l'honnêteté de dire qu'il ne savait pas s'il était au courant, et ça se trouve, Oui. effectivement, hein, ça se trouve. Tu sais, on a parlé d'histoire politique. Parfois, en politique, on appelle ce qu'il y a des cabinets noirs qui Oui. font des choses en parallèle sans forcément prévenir le ministre dont ils dépendent ou du président de la République. Mais force est de constater tout de même que Nasser Al-Khelaifi n'est pas très très bien entouré, Nasser, et que le football, c'est pas sa spécialité, Nasser Al-Khelaifi. Voilà. Et moi, et tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous disent, ouais, on parle tout le temps de l'entraîneur, on parle des joueurs, etc., mais on ne parle pas du reste. Mais si, mais nous, on en a parlé plusieurs fois. Et rappelez-vous même l'année dernière qu'on en a vraiment parlé, puisque moi, j'avais émis l'idée qu'il ne fallait plus que Nasser soit président du PSG. En tout cas, en termes de représentativité, de présence, etc. Il peut garder son poste, on va dire, officiellement, mais enfin, le symbolique, voilà, c'est Nasser le président. Mais, par contre, ce qui est intéressant, j'avais dit, peut-être de prendre quelqu'un comme Arsène Wenger, qui connaît très bien le football, et lui dire, voilà, c'est toi qui vas être le président délégué, refais-nous un organigramme, restructure-nous tout ça avec des gens compétents, avec un autre entourage. En fait, il faut faire exploser tout ça. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les affaires, elles ne sont pas forcément liées au PSG en tant que club sportif. Elles sont liées à toutes les ramifications. Tiens, il est mal entouré avec lui. L'autre, il vient avec ses collaborateurs. Là, voilà, on peut parler, tu vois, Campos a mis en place aussi certaines personnes. Quid de Campos s'il pète les plombs et il part dans un an? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Il faut encore tout refaire. Un club, il ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, bien sûr que Nasser, je pense évidemment qu'il est responsable, puisque de toute façon, il est président. Et d'ailleurs, je rajoute un truc sur cette histoire, c'est que il faut savoir aussi qu'en France, la responsabilité d'un club, c'est le président. Donc, même c'est ça aussi qui va être compliqué à gérer. Parce que même s'il n'est pas directement mis au courant par les gens qui travaillent là-dessus, qui vont dire, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, bon, les gars, on attaque Rabiot. Eh, vas-y, on ne va pas appeler Nasser pour lui dire, eh, Nasser, écoute, on va Oui. attaquer Rabiot. Mais l'entité juridique responsable du PSG, c'est le président. Dans un club amateur, par exemple, si demain, il y a un accident sur le terrain, et que c'est avec moi, je suis éducateur des U11, eh ben, on va aller voir le président. C'est lui qui a fait un manquement à la sécurité. Moi, je vais être aussi accusé, mais le président, c'est la responsabilité juridique. Donc, évidemment qu'il est en difficulté, Nasser, aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire, OK, de toute façon, déjà, j'ai plein de casquettes, je vais prendre du recul, on va mettre quelqu'un, comme le fait le Bayern. Le Bayern, il faut savoir qu'il y a un président au Bayern, qui est moins connu que tous ceux qu'on nomme les Oliver Kahn et compagnie. Mais il est président, en gros, il valide certaines choses. Après, tu as des mecs qui sont en poste et c'est eux qui gèrent au quotidien le club. Disons Si qu'il t'es pas... prend il prend un peu plus de hauteur et il délègue beaucoup plus. Et c'est peut-être une sorte de représentant, président, mais surtout représentant du Bayern de Munich. Et pour les affaires courantes, les affaires du quotidien, il y a des vrais gars en place qui gèrent ça au quotidien et qui Exactement. ont une véritable connaissance du football et du championnat, que ce soit la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1, tout ce que tu veux. Voilà, et du club, puisqu'on a eu Rummenigge, on a eu Beckenbauer, là on a Oliver Kahn, on a Salihamidzic, c'est que des joueurs qui sont passés par le Bayern, qui se sont formés et qui sont venus prendre des postes à responsabilité. C'est ça le fonctionnement d'un club. Quand on entend, quand tu l'as dit toi-même, quand on entend que Nasser n'est pas présent régulièrement, évidemment que c'est un problème. Si tu ne peux pas être présent, il faut que tu trouves quelqu'un qui va prendre ce poste-là. Tu es quand même président du PSG. Tu vois, tu ne peux pas être juste là à la veille des matchs de Ligue des Champions. Donc, tout ça, évidemment que c'est peut-être le moment de prendre conscience de tout ça, de se servir de ça pour se dire comment on grandit la prochaine étape. C'est en s'entourant mieux, en revoyant l'organigramme, en mettant une structure plus solide. On a bien travaillé sur le marketing. Maintenant, il faut passer à autre chose.
Écoute, Yacine, comme je le disais à la fin de l'entretien avec Yann Philippin, on va suivre ça de près. Mais c'est vrai que c'est quand même un gros coup de massue sur la tête. En début de C'est saison, on avait usant. plein d'espoir. C'est On avait plein de usant. saisons. Ouais, C'est usant. non, mais vraiment, c'est usant, c'est fatigant. On avait plein d'espoir en début de saison. On avait vu la préparation, des joueurs un peu impliqués. On s'est dit, bah, enfin, rappelle-toi l'argument du directeur sportif qui choisit son coach, qui n'était plus arrivé depuis très longtemps. C'était arrivé au début avec Leonardo qui avait choisi Ancelotti, puis finalement la relation elle s'est vite distendue, on va dire. Ensuite, lui a quitté enfin Leonardo avait quitté le PSG pour d'autres raisons évidemment. Mais c'est vrai que c'est fatigant quand tu suis le PSG depuis longtemps. Et tout à l'heure, on rigolait sur le fait de rendez-nous notre ancien PSG parce que c'était pas flamboyant. Mais il y avait quand même beaucoup moins d'histoires extrasportives. Alors, il y a toujours eu du drama hein, au PSG, Yacine, ça c'est Comme vrai. à Hein, Paris. exactement, il y a toujours eu du drame, il y a toujours des histoires. Je me rappelle de Patrice Loco qui avait pété un câble sur les Ah ouais. Champs-Élysées. Il est d'arriver au PSG, on se dit, mais pourquoi à Nantes, on n'entend pas parler, il arrive au Ouais, PSG, bam, ça saute. ouais, Et des c'est histoires clair. comme ça. Mais il y avait un côté charmant là-dedans. Je sais pas si Mmh. tu vois ce que je veux dire, Ouais. Yacine. Et puis, on a eu la chance de connaître le Paris Saint-Germain des années 90. Voilà, qui a fait des demi-finales en Ligue des Champions, qui a fait des matchs fantastiques face à de grosses équipes. Il y a eu effectivement aussi de grosses défaites, hein, on va pas se le cacher. Euh, et puis après, tu as eu les années 2000, et c'était marrant avec Fernandez, avec Vaïd. Pareil, toujours des psychodrames. Il y a toujours cette fameuse crise de novembre, et on n'y est échappé jamais à la crise de Mmh. novembre. C'est ça qui était ouf. C'est que tous les ans, en novembre, eh ben, il y avait un truc bizarre. Un Ouais. enchaînement de défaites, d'histoires, de petits dramas et tout. Mais depuis l'arrivée de QSI, Yacine, c'est exponentiel, quoi. Je veux dire, ça ne s'est jamais arrêté. Et particulièrement ce début de saison avec l'affaire Amraoui, avec la telenovela Icardi. Il y a 2 ans, c'était Neymar, les départs, le psychodrame, Mbappé l'été dernier, la prolongation cette saison. Comme tu l'as dit, c'est usant, c'est Mmh. fatigant. Et Yacine, je te laisse le mot de la fin parce qu'on va s'arrêter Ouais. là. Et j'espère que lundi, on pourra vraiment parler que de foot avec Ouais. cette rencontre face à Marseille qui l'a emporté hier, malheureusement. Alors, en fait, il y a deux trucs vite On reste fait. quand même des supporters parisiens. Ouais, c'est clair. En fait, il y a deux trucs. Le premier, c'est par rapport à tout ce que tu viens de dire. Tu sais, c'est presque désolant de te dire que tu as grandi 30 ans avec un PSG, alors parfois très bon, parfois moyen. Tu as attendu ce moment finalement parce que les gros clubs avaient de l'argent, ils achetaient des grands joueurs et tu avais envie de vivre ça aussi. Et que presque tu regrettes ça, c'est dur à dire, mais tu vois, tu te dis, mais en fait, pourquoi? Et la deuxième chose, c'est que bah, je pense, nous, de toute façon, je leur dis, on le dit parfois, des fois, comme ça, sur les nerfs et tout, mais en fait, tout ce qui se passera, c'est-à-dire que même si QSI part, nous, on continuera de suivre le PSG, de supporter le PSG, d'aller au parc, etc. Euh, mais je pense vraiment que y a, on est à un moment charnière, mais tu vois, il y a la Coupe du Monde qui vient aussi là-dessus. Et donc, cette Coupe du Monde, elle a pris beaucoup de place. Elle a pris beaucoup de place pour les Qataris. Et en fait, moi, mon espoir, c'est de me dire, une fois qu'elle sera passée, ils l'auront fait. Peut-être que c'est le moment de prendre conscience de, voilà, ok, le sport, on va revenir au PSG. Parce que tu as tellement travaillé sur l'image, c'était tellement plus important que tout, de ne pas perdre la face, d'avoir ces 3 stars pour ta Coupe du Monde, etc. Que finalement, à un moment donné, tu perds pied quand tu es prêt à n'importe quoi pour être. Voilà. Je me dis, est-ce qu'avec la Coupe du Monde qui sera désormais passée, et vivement qu'elle passe finalement, bah, c'est pas le moment de se dire, bon, voilà, ça y est, maintenant, on a fait ce qu'on avait à faire, on a trahi notre Coupe du Monde. Espérons pour eux qu'ils la réussissent en termes d'organisation. Ça évitera encore d'autres problèmes. Mais voilà, de se dire, OK, maintenant, elle est passée. Maintenant, on peut reparler football. L'image, elle est installée, machin, le marketing, il est installé. On peut reparler football et maintenant, on travaille pour le bien du PSG. Parce qu'en plus, pour terminer là-dessus, Mousse, si réellement le Qatar compte se désengager, peut-être dans 3 ans, admettons, c'est aussi pour leur bien de structurer un club. Parce que plus ton club, alors les structures immobilières et tout, ok, le marketing, ok, mais quand tu vas vendre à un mec, quand tu lui laisses un club avec un organigramme qui est serein, qui est installé, qui est solide, bon, c'est quand même plus valorisant et tu peux mieux valoriser ton club que si tu lui laisses un club avec 2 directeurs sportifs qui ne s'aiment pas, un entraîneur au milieu qui ne sait pas quoi faire, tu vois. Donc, c'est aussi pour leur bien, si réellement leur envie, c'est de se désengager à un moment donné, c'est pour le bien de tout le monde de restructurer le club une fois pour toutes. C'est vrai qu'Yacine, par exemple, la meilleure comparaison, parce qu'il s'agit de 2 États,
Le PSG et Manchester City, City s'est trompé, hein. Évidemment, au début, City, c'était pas terrible. Ils se sont trompés dans le choix des entraîneurs, dans les transferts, un peu ce qu'a fait un peu le PSG, hein. Mais à partir du moment où ils ont décidé de vraiment tout restructurer et quand ils ont fait venir Pep Guardiola, alors évidemment, à coût de millions, évidemment, hein, ça, y a pas de secret. Enfin, je veux dire, Guardiola, il serait jamais venu à City si City n'avait pas les moyens. C'est un entraîneur exigeant qui lors des mercato demande lui, il regarde pas les prix, hein. Lui, il regarde le Non, profil de joueur. Moi, vous me le ramenez, il coûte 120, 200, c'est pas mon problème, c'est pas mon argent. Mais c'est vrai qu'avec le duo qui forme avec, alors je vais essayer de le prononcer correctement, Yacine, mais tu vas me corriger. Tiki Bergenstein, non, c'est bien ça? non, 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 Beckerstein. Beckerstein. C'est bien Tixi, mais c'est Beckerstein. Et c'est vrai que depuis que le duo est arrivé à la tête de ce club, il travaille main dans la main. Honnêtement, à part les histoires de fair play financier, peut-être Grealish avec ses histoires avec sa compagne, il y a toujours des petites histoires évidemment, mais il y a quand même beaucoup moins de psychodrames. Et pourtant, c'est le même fonctionnement, Yacine, hein. C'est vraiment, ça appartient à deux sociétés, évidemment. PSG, c'est QSI, je ne me rappelle plus du nom de City, mais bon, c'est bien que derrière, il y a quand même un État. Mais eux ont réussi à trouver cette fameuse stabilité dont tu parlais, parce que c'est des gens, Tiki Beckerstein venait du Barça, où il avait connu Guardiola, et évidemment que lui s'est structuré un club. Certes, ils ont des moyens, autant que le Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui, ils évoluent dans peut-être le meilleur championnat du monde. Ils ont des résultats et ça fonctionne bien. Et il y a beaucoup moins de drames. Quand tu laisses les gens travailler et quand il n'y a pas une armée de conseillers autour d'un président qui est là, qui est pas là, etc., évidemment que c'est beaucoup plus fluide, Yacine. Ouais, et tu vois, il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, et je pense qu'il y a cette idée, encore une fois, de la France et de l'Angleterre avec des visions différentes, etc., du business, tout ça. L'affaire Mendy, elle est symptomatique. C'est-à-dire que l'affaire Mendy, elle concerne Mendy J'avais à oublié, aucun. c'est vrai. J'avais oublié l'affaire Non, mais Mendy, mais ça n'a pas de rapport direct, c'est vrai. voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, personne n'attaque City. Tu vois, on parle de Mendy et tout. Si vous faites, encore une fois, je ne peux pas dire avec certitude, mais je vais quand même dire à 99%. Il se passe ça au PSG. En fait, les médias auraient parlé de Mendy, mais ils auraient attaqué le PSG pour dire c'est toujours ici, et comme par hasard, et dans ce club, et machin. Là-bas, ils considèrent que le joueur a fait une connerie, donc c'est pas City en fait, c'est Mendy. Tu vois. Et c'est aussi le traitement qui est différent. C'est-à-dire qu'au PSG, quand il y a un mec qui fait un truc, c'est le PSG. Dans d'autres pays, on est capable de dire ok, c'est lui. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, ça concernera le club, hein. Mais là, c'est lui. Donc si c'est lui, c'est pas le club. Voilà, le club, il ne peut pas gérer tout de A à Z. Et ben, et au Bayern, il y a eu au Bayern, il y a eu des années 90 et tout, mais le FC Hollywood, mais c'était un festival. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, à un moment donné, quand le club est fort, ça ne, ça, Ça il y a ne va pas. l'histoire. Ouais. Voilà, ça explose pas. Là, ici, le moindre truc, tu as l'impression qu'il y a le feu partout. Personne ne sait gérer. Et ce que disait Yann tout à l'heure, sur Yann Philippin, sur le démenti du PSG, il n'a pas tort. Arrêtez les démentis si à un moment donné, il y a trop de preuves contre vous, ou traitez-les autrement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est aussi ça la communication. Écoute, Yacine, comme je te le disais, hein, j'espère qu'on va pouvoir revenir au foot dès dimanche. Il y a une belle affiche quand même, malgré tout. Un Marseille qui semble, même après la défaite face à Ajaccio, qui a relevé la tête. Bon, encore dans des conditions, ils ont encore bénéficié d'un carton rouge, mais il devait être sans doute justifié, hein. Je ne cherche pas d'excuses, évidemment. On aime bien troller l'OM, mais bon, ils ont gagné leur résultat. Il y a pas de problème. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura une belle confrontation, qu'il y aura un bon match, qu'il y aura la victoire au bout du PSG et qu'on va pouvoir faire notre premier live dans ces conditions-là, vraiment reparler de foot. Parce qu'à la base, et je terminerai là-dessus, quand nous, avec Yacine, on a commencé à faire les podcasts. Alors, on avait créé la chaîne bien avant, on avait fait des interviews, etc. Mais les podcasts, c'était vraiment ça. C'était l'amour du ballon, l'amour du club. Évidemment, parfois, on est un peu dur et on nous le reproche et on accepte la critique. Il y a pas de problème. Vous avez le droit de pas être d'accord avec quand on est trop dur avec tel joueur, tel joueur. Et c'est aussi ça qui fait le charme de ce podcast, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires. On essaye d'échanger. Alors nous, on échangera toujours avec les gens qui sont polis et qui ne manquent pas de respect. Évidemment, ils ont effectivement le droit d'être en désaccord avec nous. Vraiment, on n'a pas de problème avec ça. Mais voilà, le but, c'était vraiment de parler de terrain. On aimerait ne pas faire d'émissions comme on vient de faire aujourd'hui, honnêtement. Mais nous, vous imaginez pas à quel point ça nous touche, Yacine et moi, parce qu'encore une fois, ça fait très longtemps qu'on suit ce club et il y a tout pour réussir et on est toujours dans le psychodrame et c'est fatigant. Et on aimerait parler
que des exploits du PSG, que du beau jeu du PSG. Alors, on a du mal sur le beau jeu de ces dernières années. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de parler. Et quand Yacine prend du temps pour faire des minutes coach, minutes tactiques, il fait ses montages, ça prend du temps à faire tout ça. Et il le fait avec le cœur. Quand il va au parc, c'est pareil. Il prend sa voiture et c'est assez frais parce qu'on n'en vit pas encore. On aimerait bien en vivre, mais c'est surtout la passion qui nous anime. Et c'est malheureux de prendre du temps pour parler de ça, mais évidemment qu'on est obligé d'en parler, ça touche notre club, on va pas mettre la tête dans le trou, faire la politique de l'autruche en disant ça pue, nous on veut pas regarder, on veut regarder que les trucs positifs. Donc nous, on a demandé à Yann Philippin de venir et honnêtement, ça a été gentil de sa part d'accepter. On a un tout petit média, il doit être beaucoup sollicité et on voulait le partager avec vous. On a essayé de poser des questions. J'espère que l'interview vous paraîtra intéressante, vous aurez appris des choses. Et puis, comme je l'ai dit, on va se retrouver lundi en espérant qu'il n'y a plus de drame. J'y crois moyen. jusqu'à dimanche et une victoire du PSG sur notre ennemi préféré, l'Olympique de Marseille. Et j'espère qu'avec le sourire, on pourra en parler avec Nicolas, Yacine et peut-être Hugo s'il est là. En tout cas, on vous remercie. S'il y a certains proches de joueurs qui écoutent, s'il vous plaît, une victoire contre l'OM, parce que moi, c'est obligatoire. Et en plus, pour notre premier live Twitch, ce serait sympa de ne pas nous saboter. Bah, écoute, on verra. Hein. On verra si l'armée numérique s'en prendra à nous. On ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup Yacine de m'avoir accompagné ce matin pour cet entretien et pour ce petit débrief. Et puis, on va se retrouver, comme je l'ai dit, lundi, en espérant évidemment une victoire du PSG face à l'OM. Salut à tous, bonne fin de semaine. Cette fois-ci, j'ai pas de bêtises. Et à lundi. Ciao. Ciao.